l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal. Et cette semaine, je reçois Julien Amado, le rédacteur en chef du Guide de l'auto. Allô Louis-Philippe. Qui est encore en plein travail du Guide de l'auto. Exact. On le dit à chaque épisode, hein, on a chacun fait une partie de ce livre-là, mais je pense que toi, t'es comme le chef d'orchestre de tout ça, qui rapatrie un peu toutes nos fiches techniques, nos impressions de conduite, puis t'as travaillé aussi sur des dossiers super intéressants, mais je vous en parle pas aujourd'hui parce que on s'est fait dire de garder ça pour le prochain épisode ou l'autre épisode d'après, mais on en parlera bientôt. On a des dossiers vraiment intéressants cette année pour le guide 2027. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, toi et moi, puis aussi après ça, on va avoir un bloc d'essai des véhicules qu'on a essayés. Moi, j'ai notamment la Lotus Emira 420 Sport. Toi, tu vas nous parler de la Jetta GLI aussi, puis du Bronco Raptor, qui est quand même, petit quand véhicule même économique. Deux véhicules très différents. Mais pour commencer, j'ai vu une bande sonore hier en soirée que j'attendais depuis longtemps et que toi aussi t'attendais depuis longtemps parce que s'il y a quelqu'un qu'on peut parler avec de Gilles Villeneuve, c'est bien toi, parce que tu as fait des reportages, tu as fait une balado aussi qui a été... qui est sur Cube Radio, d'ailleurs. Qui est sur Cube Radio, une balado spécifiquement sur notre pilote. Puis, maintenant, il y a le film qui s'en vient. Là. On avait vu une pré-balado, une pré-bande-annonce, pardon, et maintenant, on a la bande-annonce officielle du film Villeneuve, l'ascension d'une légende. Enjoy these last laps, Joanne. Once in a lifetime. People want to follow you, Gilles. They like you. Écoute, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai le poil de bras qui est levé, là, son bras en ce moment. Ça m'a donné des frissons hier. Ça me donne encore des frissons aujourd'hui. C'est un film que j'ai vraiment hâte de voir. Moi aussi, j'ai vraiment très envie de le voir. Je pense que c'est intéressant et intelligent d'avoir pris l'ascension de Gilles Villeneuve et de démarrer vraiment au début de sa carrière et jusqu'à, en fait, son départ du Québec pour l'Italie et pour l'Europe en championnat du monde de Formule 1. Je pense que c'est intéressant aussi parce que le budget, je pense, aurait été intenable avec toute sa vie à l'international. Je pense que c'était difficile. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Hollywood, qui cherche toujours des histoires incroyables, avait jamais misé sur Gilles. Peut-être parce qu'il n'est pas américain. Je pense que si Gilles avait été américain, il y aurait déjà eu quoi dessus. Il n'y avait pas la twist américaine hollywoodienne qu'on recherchait. Peut-être le petit Québécois, c'est moins hollywoodien, c'est le petit gars de Berthier. Là. Il a fallu le faire nous autres même. C'est ça. Mais il n'empêche que je pense que c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'auront fait les équipes qui ont travaillé sur ce film. Ouais. Mais l'intérêt, c'est que pour bien connaître l'histoire de Gilles, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Il n'y a pas besoin d'en rajouter ou de scénariser quoi que ce soit. Sa vie, elle est déjà incroyable en partant. Ouais. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ils ont tourné ça et à quoi ça va ressembler. Ouais, absolument. J'ai vu, en regardant la bande-annonce de plus près, j'ai vu un petit anachronisme un peu geek, là. C'est absolument rien de considérable. C'est quand que Gilles est dans une voiture. Ils ont pris une voiture pour un cockpit là, d'une monoplace. Et puis, le compte-tour, c'est un compte-tour Stack. Stack, c'est une entreprise avec qui j'ai déjà travaillé pour installer des blocs d'instruments. Puis Stack, c'est une compagnie qui existe depuis 1984, 83, 84, 85. Le logo, il est là. Écoute, c'est super geek, là. C'est vraiment pas... ça enlève absolument rien au livre. Mais au film, pardon, ça fait 2 fois que je dis livre à la place du film. Je pense parce que je parle du guide de l'auto. C'est pour ça qu'on est dedans. On fait beaucoup de lignes, nous autres, c'est pour ça. Mais oui, ça enlève absolument rien. Tu sais, puis des anachronismes, il y en a dans les plus grandes productions hollywoodiennes. Je n'ai vu des pires, là aussi. Il y en a une... je sais pas si tu as vu le film 1995 de Riccardo Troggi. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Écoute, c'est un film que j'ai adoré. Et puis dans le début du film, ça dit 1994 Québec. Ça se passe à Québec en 1994. Et l'un des premiers plans, c'est une Honda Civic hatchback, mais c'est une 6e génération
qui est arrivé à fin 95, début 96. Et puis on le voit parce que justement, entre la 5e et la 6e génération, il y a quand même une calandre qui est complètement différente. Le changement est important. C'est des petites affaires que nous, on voit. Ça. Je m'attends à en voir quelques-unes dans le film, probablement. Peut-être que, ben c'est ça. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Il y en a, puis les Américains, ils en font des pires, là. Fait que, en tout cas, si vous avez des anachronismes dans les films américains de chars que vous avez vus, mettez-les dans les commentaires sur YouTube. Des fois, on peut regarder ces films-là. Mais tout pour dire que oui, le film, puis il y a toutes sortes de gens qui ont travaillé sur ce film-là. Je connais des cascadeurs aussi qui ont travaillé. Carnado, justement, qui a publié aussi là-dessus. Moi, je l'ai vu des photos de lui avec une réplique de Ferrari, justement. Je pense que c'est une des voitures qu'il a dû piloter pour le tournage, parce que souvent, pour les gens qui le sauraient pas, t'as souvent dans les voitures des hero cars, qui sont vraiment les très belles voitures qu'on filme de proche. Et après, t'as les voitures plus pour les cascades, des choses comme ça. C'est celle, par exemple, il y avait des voitures qui étaient exposées au salon de l'auto au mois de janvier, pour ceux qui les auraient vues. Et moi, certaines personnes m'en ont parlé. Elles me disent, ah, Julien, as-tu vu au salon? Je dis, oui, je les ai vus. Ah, c'est malade. Il y avait la voiture de Gilles de l'époque. Je connais, c'est une réplique. Une réplique, bah oui. Et les personnes étaient vraiment, moi, je le vois parce que tu vois les épures de suspension, tu vois la manière dont la carrosserie est faite. Quand tu la regardes de très proche et que tu connais ça, tu sais que c'est pas la vraie voiture. Et bien du monde, moi, que je connais, qui sont pas des spécialistes, ont été bernés, entre guillemets. Écoute, donc je me dis que ça va être intéressant aussi de voir filmer des voitures comme ça. C'est cool. Ouais. Puis on leur donne de la visibilité à ces voitures-là. C'est vraiment bien, là. Puis on s'entend aussi que de tourner des films avec une voiture d'époque, si on prend les anciennes Formules Atlantiques de Gilles, c'est pas vraiment idéal parce que c'est des moteurs pointus, c'est des voitures qui sont anciennes. Si la voiture elle tombe en panne, si elle marche plus, comment tu vas faire pour tourner tes séquences? Donc c'est aussi que ça te prend des véhicules d'apparence ancienne, mais avec des mécaniques plus modernes ou des choses qui se voient pas. De toute façon, après tu sonorises le film après. Même si le bruit est pas le bon. C'est pas très grave en tant que tel. Tant que les plans sont là, puis ça. En tout cas, j'ai encore justement là, moi j'ai eu des frissons quand j'ai vu la bande-annonce. Puis la pré-bande-annonce, j'étais comme OK, c'est très court, tu sais, évidemment c'est une pré-bande-annonce, donc c'était plus court, je me savais pas à quoi m'attendre, mais là vraiment, tu sais, on voit tous les acteurs, puis tout ça, c'est en tout cas, je vais être c'est sûr, je vais faire la file. C'est sûr que je vais y aller aussi, c'est certain, sûr et certain. Je vais faire la file la première journée. Pour l'actualité automobile, on parle du Kia Seltos 2027, puis on va avoir une version hybride à 5 déclinaisons pour cette version hybride-là. Fait qu'on frappe fort là, du côté de Kia avec le Seltos. Je pense que c'est important de le souligner, c'est que souvent le gros défaut des voitures hybrides, on le voit même nous, c'est qu'on va dire là il y a des modèles hybrides, c'est disponible, c'est comme génial, excellent, et puis c'est une version haut de gamme. Et c'est vraiment décevant. Subaru fait beaucoup ça, par exemple, avec le Crosstrek, avec le Forester aussi. Faut que tu payes plus cher pour avoir, beaucoup plus cher pour avoir l'hybride, puis tu payes des fois tout l'équipement que t'as pas nécessairement de besoin dans une variante plus cossue. Pour avoir accès à l'hybride, tandis qu'on veut un peu démocratiser l'hybridation. C'est ça. Puis là, avec 5 versions, tu pourrais justement t'offrir une version hybride un peu raisonnable côté équipement, parce que tu veux peut-être pas forcément tout l'équipement avec un véhicule à 40 000 PS. C'est pas nécessaire. Tu pourrais prendre une version un peu LX, classique, pas trop d'affaires, l'essentiel juste, et tu la prends hybride. Et là, c'est intéressant aussi pour le rentabiliser à plus long terme. Parce que si tu achètes un Crosstrek ou un Forester hybride, ça coûte cher. Si tu compares avec un modèle à essence qui serait entrée de gamme plus 1, mettons, et ça se trouve, ça va te prendre 8, 9 ou 10 ans à rentabiliser ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire si tu te rends compte que tu as dépensé 10, 15 000 $ de plus dans un véhicule, ça fait quand même beaucoup de plein d'essence au final, surtout si ton kilométrage annuel est pas si important. Il faut bien faire ses calculs en fait. Et là, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant pour les gens, surtout que souvent les Kia comme les Hyundai sont bien équipés d'origine. L'objectif initial c'est de dépanner sur le carburant, mais là tu te retrouves à acheter toutes sortes d'équipements là, essentiellement avec ça. Mais l'autre affaire c'est la consommation annoncée qui est bonne, je trouve ça intéressant. Entre 5.7 et 6 litres, c'est bon. Ça bat pas un RAV4 hybride qui est définitivement le véhicule qui est mais ça bat le Crosstrek hybride que tu parlais tantôt de loin. Donc j'ai trouvé ça décevant la consommation du Crosstrek hybride. Puis même en hiver, tu peux monter 8, 9 litres. Je trouve ça beaucoup pour un véhicule hybride. Même quand il fait froid, tu dis OK, la consommation augmente un petit peu, mais j'ai trouvé ça décevant. Fait on va avoir des rouages à roue motrice avant, un rouage intégral aussi. Roue motrice avant, on va avoir un moteur électrique. Rouage intégral, moteur électrique à l'arrière, donc pas lien mécanique entre l'avant et l'arrière c'est exactement. En termes de puissance, les roues motrices avant, c'est 154 chevaux. Ensuite, ça monte jusqu'à 178 chevaux pour le rouage intégral. C'est en masse. Puis souvent, le moteur électrique te donne
une petite accélération supplémentaire à très basse vitesse, donc souvent ça paraît moins. T'as des véhicules parfois annoncés moins puissants sur papier, tu dis ah oui, il y a moins de puissance, mais comme le couple compense, ça paraît pas tant à la conduite. Pour une voiture ou un utilitaire familial qui est conduit majoritairement en conditions quotidiennes, arrêt, départ, etc., le petit compromis de la puissance, parce que quand tu regardes ces chiffres-là, OK, il y en a que c'est plus impressionnant. Par contre, dans un produit comme ça, avec cette vocation-là, on s'attend probablement à ce que le prix soit aussi intéressant. Là. C'est possible. Ouais. Mercedes-Benz GLA, le GLA. Le GLA, comme dirait notre collègue Antoine Joubert. Le GLA. Un GLA AMG. On parle pas de AMG aujourd'hui, mais bien simplement du GLA. GLA, on pose beaucoup l'électrique, là, cette plateforme-là, la plateforme MMA, mais on a un modèle hybride aussi du côté de chez Mercedes, du Mercedes GLA. En fait, la plateforme, c'est la même que pour la CLA et pour le GLB. Ça, moi, c'est des véhicules que j'ai eu la chance de conduire récemment. D'après ce que j'ai vu sur les photos, la planche de bord, elle est quasi identique, à mon avis, à un ou deux détails près. GLA, GLB, c'est exactement la même chose. Donc, un gros, c'est un pavé, littéralement rectiligne, avec 3 écrans. Et donc, on a en fait l'écran face à soi pour les informations. Pour ceux qui voient la télé, les informations pour la conduite, l'infodivertissement au milieu et l'écran de droite pour le passager. Un écran pour le passager dans un utilitaire sous-compact. Qui est grand. Et tu peux regarder aussi beaucoup de choses, de la vidéo à la demande, YouTube par exemple. Moi, j'avais fait, c'était drôle, on l'avait fait pour la vidéo quand on a fait le GLB. La vidéo est encore disponible sur notre site web. Tu peux en fait partir YouTube et mettre la chaîne YouTube du guide de l'auto. Donc, tu pouvais partir en vidéo. Mais par contre, dès que tu regardes, en fait, dès que le conducteur regarde le passager, ça coupe la vidéo parce qu'il y a un système pour t'empêcher et puis de regarder ça. Bah, c'est normal, sinon tu commencerais à regarder des émissions de TV, ça n'a pas vraiment de sens. Non. Mais ça peut être un peu agaçant parce que moi, il y avait un de nos collègues, enfin de nos confrères en fait, qui conduisait. Et quand il faisait ses angles morts en tournant la tête, ça me coupait la vidéo. Ah, ok. C'était normal, parce qu'il regardait voir si personne s'en venait. Donc ça, c'est un peu des trucs, bon, c'est parce que au départ. Mais quand on est rendu là, tu sais, à regarder ma vidéo, elle arrête à cause que tu fais tes angles morts. C'est ça. Des fois, il faut anticiper un peu. Mais non, c'est ça. Donc, t'as la grosse planche de bord, la même exactement. Même la console centrale ressemble beaucoup. Hein. Je pense qu'elle est similaire. Il y a peut-être quelques détails différents, mais de ce que je vois, c'est similaire. Donc, ça va beaucoup ressembler GLA, GLB. Moteur électrique, comme tu disais, 2 versions, traction ou rouage intégral. 4MATIC. Le 4MATIC 350, qui est à 349 chevaux, je pense. 349 chevaux, exactement. Ça, c'est la plus de puissance. On a une batterie de 85 kWh, une autonomie pouvant être évaluée à 550 km selon le cycle de PA. Ça va être probablement un peu moins puis ça va être sur sur le 2 roues motrices uniquement. Exactement. Puissance de recharge 320 kW. On s'en vient là, tranquillement, pas vite avec. Après, j'ai pas vu de précision de la part de Mercedes pour le GLA, mais pour le GLB, moi j'étais à la conférence technique. C'était 320, mais par contre, ça redescendait à 100 sur des bornes de 400 volts. Faudra poser la question à Mercedes parce que dans ce cas-là, ça change tout. Parce que des bornes 800, il n'y en a pas partout au Québec. Là, c'est même plutôt rare en vérité pour l'instant. Circuit électrique, on est beaucoup plus à 400. Donc ça veut dire que si tu recharges sur le circuit électrique, t'as que 100 kW de puissance. C'est pas si élevé. C'est un peu dommage. C'est ça, parce que les constructeurs maintenant, surtout dans les marques de luxe, là, on s'en vient dans le 400, 500. Ouais, ça commence à être vraiment élevé. Donc ça, faudra voir avec ça. Puis après, il y a le modèle hybride. Avec le 4 cylindres 1.5 litres. Là, avec la boîte aussi. Alors, boîte double embrayage, triple embrayage. La CLA l'a déjà, le GLB va l'avoir bientôt, millésime 2028 normalement, comme le GLA en fait, je pense. Et ce moteur-là, moi j'ai eu la chance de le conduire aussi, ça fonctionne assez bien, plutôt silencieux, les performances sont adéquates. C'est pas un monstre de puissance, mais c'est pas forcément ce qu'on demanderait à un GLA non plus en tant que tel. En tout cas, pas le modèle d'entrée de gamme. On n'a pas de données de puissance encore pour le GLA hybride, là, c'est pas sorti pour. C'est un peu tôt, je pense. Faudra voir aussi peut-être qu'ils vont faire une différence de puissance entre GLA et GLB peut-être pour justifier un tarif différent. Parfois il y a ça aussi chez les constructeurs de marques de luxe. Donc à voir. Mais 3 embrayages aussi, ça pose la question de la fiabilité malgré tout. Moi j'ai vu le moteur découpé, tu sais. C'est la plus grosse question. Ils avaient découpé un moteur et en fait t'as la boîte double embrayage classique qui passe les vitesses, donc c'est une boîte robotisée classique. Et il y a un 3e embrayage qui permet de désaccoupler le moteur à essence ou de le réaccoupler pour que la voiture puisse rouler uniquement avec son moteur électrique. Ça marchait bien quand je l'ai conduite moi. La voiture était neuve, évidemment. Mais les transitions sont bonnes. Tu ressens vraiment rien. Mais est-ce qu'à moyen long terme, c'est quelque chose qui va être fiable? C'est trop tôt pour le dire, en vérité. Donc c'est vrai que à voir. Mais pour l'arrivée du GLA, normalement, il y aura déjà CLA, puis
GLB possiblement. En tout cas, là c'est sûr. Donc s'il y a un vrai gros problème, moi je pense qu'on va le savoir avant. Mais ça pose quand même une question. C'est complexe malgré tout. Tu rajoutes de la complexité à un véhicule. C'est les prouesses d'ingénierie qu'on fait pour économiser le carburant, pour rentrer dans les normes. Puis on fait ça très, très, très compliqué. Ouais. Ça arrive à atteindre les objectifs qu'on se donne, mais sur le long terme, ça pose la question. Ça pose la question. On peut pas le dire en ce moment, mais j'ai hâte de voir. Mais plus d'embrayage, plus de pièces mobiles, c'est toujours... La corrélation, elle est là. Ouais. Le plus de pièces mobiles, plus de risques que ça pète. Audi Q9 2027, le gros Audi. Un très, très gros Audi. Très gros véhicule. Grande première pour eux. A été dévoilé, je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Puis, écoute, côté look, là... Il en impose, en tout cas. Il est imposant. C'est subjectif, là, l'apparence d'un véhicule. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus futuriste. On essaie d'aller chercher des petits points de style chez Audi, mais à l'intérieur, à l'extérieur, tout comme à l'intérieur, si tu regardes l'intérieur de ce véhicule-là, ce n'est que des écrans, là. Oui, mais je crois qu'on tend vraiment beaucoup vers ça actuellement. Hein. Peut-être que ça va finir par s'inverser à un moment donné. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des habitacles qui sont très, très numériques, très, très numériques. Nous, au Guide de l'Auto, l'équipe, on est pas mal tous unanimes pour dire que c'est pas ce qu'on préfère. Non, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Quand il faut manipuler 3 fois l'écran pour des choses aussi niaiseuses que d'ouvrir ton coffre à gants ou de mettre ta ventilation, alors qu'avant ça, tu le faisais sans même regarder en tournant une molette, c'était beaucoup plus facile. Ouais. Il y a parfois des systèmes, on dirait que les constructeurs veulent aller trop loin technologiquement pour dire, vous avez vu, on est un peu dans Back to the Future, on est un peu Marty McFly, là. Ouais. C'est bien, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment plus pratique qu'avant? Est-ce que fondamentalement, ça apporte quelque chose? Je pense que parfois, ils se perdent un peu de ce point de vue-là. On en parle, c'est pas à chaque émission, à chaque deuxième émission, c'est que souvent, j'ai l'impression que l'intégration de ces écrans-là, c'est plus efficace côté coût. Parce que c'est le même écran pour chaque véhicule ou un écran qu'on prend dans une tablette puis on le met là. Comme les Mercedes tantôt. Oui, exactement. Alors que quand il faut que tu dessines des petites commandes, des petits leviers, côté style, ça devient un défi. Et côté ergonomie, ça devient un défi. Côté filage, ça devient un défi. Tandis que là, tu as une couette de fil qui est en arrière de l'écran puis c'est généralisé. Donc, on économise beaucoup sur les matériaux, sur le filage, sur le poids même, là, je pense, à cause que peut-être si tu fais toutes des petites commandes manuelles pour chacun, puis tu as quand même un écran. Là, quand tu enlèves tous ces mécanismes-là, là, tu as cet écran-là. Exact. Il y a les mises à jour aussi. Tu vas pouvoir modifier ton apparence au bout de 2, 3, 4 ans. Si tu veux un peu revamper ton habitacle, tu vas pouvoir changer le fond ou quoi, et pousser ça directement avec les mises à jour sans avoir besoin de passer par le concessionnaire ou quoi. Et c'est vrai que s'il faut que tu changes un panneau complet, peut-être ça poserait des problèmes de compatibilité pour eux. Je pense que les coûts sont effectivement probablement plus élevés à faire ça, mais malgré tout, c'est plus pratique pour les gens. Peut-être faudrait plus de juste milieu entre les deux. Mais le Q9 y échappe pas, évidemment. Et c'est vrai que les Audi récentes ont quand même perdu pas mal de commandes, sauf sur le volant. Ils reviennent un peu à des roulettes classiques. Ouais. Mais c'est vrai que sous les écrans, il y a quelques rangées ou quelques boutons, quelques raccourcis, mais je trouve pas ça suffisant personnellement. Mais les Allemands font beaucoup ça actuellement. Hein. Mercedes le fait aussi. BMW aussi, parce que c'est des commandes qui sont un peu tactiles. Donc c'est vrai que c'est pas un bouton que tu appuies et tu sais que tu l'as appuyé. C'est un peu moins facile, je trouve, pour la conduite. Mais bon, encore là, c'est pour revenir au Q9, malgré tout. On digresse, mais là, c'est le Q9 dont il est question. Écoute, je trouve qu'on en parle, on en parle tout le temps, mais on n'en parle jamais assez des commandes physiques. C'est vrai. C'est un véhicule imposant quand même, hein. Puis massif, dessiné pour l'Amérique du Nord, ça se voit. Clairement, c'est la partie avant, c'est vrai que c'est quand même costaud, je trouve, comme véhicule. Quand on le regarde de face, là, c'est quand même faut aimer. Ouais. Je pense que la clientèle cible va probablement aimer ça. Pas d'hybridation, pas d'électrification. V6 biturbo 2.9 litres qui fait 429 chevaux. Le bon vieux V6 2.9 qui est mis partout chez Audi. Partout, là, c'est OK. On utilise, un bon moteur, on utilise une motorisation qui est bonne, qui est connue. Du côté du SQ9, c'est le V8 de 4 litres là, de 591 chevaux. Irremplaçable aussi. Oui, évidemment. Puis dans les prix, on commence là, à 126 000 $ et jusqu'à 152 000 $. Ça, c'est 2 prix de départ. Q9, SQ9 avec les cohérent avec la gamme Audi. C'est cohérent avec la gamme Audi. C'est juste que c'est cher dans l'absut, là. C'est gigantesque. C'est très cher, mais c'est pas tellement plus cher que des rivaux. Non, c'est ça. C'est juste un gros véhicule. On peut payer. C'est parce que le véhicule est gigantesque. Il faut que ça soit cohérent. Mais les gens vont être prêts à payer parce que dans cette gamme de véhicules-là, c'est ça.
c'est les prix. Et puis après ça, les options viennent. On est capable de se monter un chez Audi, on dirait que le piastres. manque d'électrification n'a pas l'air de les impacter pour l'instant. Ouais. Si on regarde même Q3 ou Q5, le Q3 devait venir en hybride, il vient pas finalement. Mais l'ancien se vendait encore très bien. Il se vend encore bien aujourd'hui. Ouais. Peut-être aussi que Audi se dit, mais pourquoi diable j'irais faire ça puisque je vends des véhicules? Alors on va remettre on va remettre un bon vieux V6, un bon vieux V8, puis on va continuer comme ça. C'est des petites vaches à lait pour le groupe Volkswagen qui est dans la tourmente en ce moment. On cherche du cash, là. Fait que pourquoi commencer à développer des affaires trop compliquées, puis perdre nos vaches à lait comme on a vu dans certains constructeurs, comme par exemple Porsche, par exemple avec le Macan, où est-ce que c'est plus difficile actuellement. Ouais, c'est beaucoup plus difficile. Hyundai Kona. On s'attendait à un Hyundai Kona en 2027 qui allait revenir avec quelques petites modifications. Une mise à jour de milieu de cycle, mettons. Milieu de cycle, etc. Mais là, on a reçu des images qui nous viennent de la Corée du Sud, quand même assez... Il a beaucoup changé. Si c'est le futur Kona, il a beaucoup changé. On le sait pas, il y a rien de confirmé. C'est sorti sur les internets et nous autres, on les regarde, tous ces véhicules-là qui sortent, surtout qui ont des spotted, là, si on peut se permettre le mot anglophone, le terme anglophone. Très gros, hein, ça a l'air imposant. Il a l'air gros. Je regarde ça, puis je tape par là, j'ai un Kona, là, ça, c'est des photos espions qu'on avait vues, qu'on a récupérées de quelqu'un qui les a vues en Corée du Sud encore une fois. Il a l'air encore gros dans les photos espions. Carré aussi, très carré par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Ça a l'air, si c'est vraiment à ça qu'il ressemble, parce que à voir si ça va être vraiment à voir si ça va être ça. On est presque plus sur un VUS compact en vérité. Non, c'est ça. Alors on n'a pas les mesures ni rien, mais à le regarder, on n'est plus vraiment sur un VUS. Le premier Kona était quand même beaucoup plus petit. Là, on est ailleurs. Là, on sort la carte du multisegment. Ouais, mais là c'est un multisegment, mais plus. Il est plus vraiment sous compact en fait, d'apparence en tout cas. Ouais. Faudra voir aussi si c'est bien lui, l'intérieur, à quoi il ressemblera. Ouais. Probablement plus aux modèles actuels, on pourrait penser à ce qu'il y a dans la nouvelle Avante, la Elantra qu'on va bientôt avoir, mais qu'on a vu aussi des images en provenance de Corée du Sud, même chose, des images officielles cette fois-ci, avec un gros écran central plus carré, avec une planche de bord différente, un volant revu, de toutes sortes de choses. C'est normal, hein, c'est logique. Puis il y a aussi la Ioniq 3 en Europe qui elle, a aussi cet écran et cet intérieur. Donc est-ce que mais avec quelques leviers physiques, là on revient à ce qu'on parlait tantôt. J'ai vu cet habitacle-là. On a des petites roulettes, des affaires qui donnent. Hyundai est revenu en arrière. C'est bon. Encourageons-les surtout pour continuer comme ça. Mais c'est ça. Ça bouge beaucoup du côté des Coréens. Quand même, hein, c'est vrai que c'est un après l'autre. On revoit des modifications, on voit, tu sais, c'est rapide, hein. L'Elantra, ça fait pas très longtemps, là. Ça fait pas si longtemps, ça fait pas si longtemps. C'est vrai. À suivre pour le nouveau Kona. Ouais, évidemment. Puis, dernière mention, si c'est le nouveau Kona, probablement qu'il va profiter de la motorisation hybride, du Kia Seltos, qu'on va peut-être partager, là, entre les deux constructeurs. Ça serait logique vu comment il se vend actuellement chez nous, le Kona, s'il est en plus hybride, ça devrait pas lui nuire. Bien au contraire, ça devrait l'aider encore. Ouais. Surtout si plein de versions comme pour le Seltos sont disponibles éventuellement, ça pourrait vraiment aider encore les ventes alors qu'ils se portent déjà très bien. Non, ça va pas mal de ce côté-là. Tesla. On veut parler de Tesla parce que il y a une mise à jour qui a été faite avec un mode spécifiquement pour les tempêtes de neige ou les pépins hivernaux, quelque chose qui nous concerne quand même. C'est gentil qu'ils pensent à nous, c'est les Californiens. Merci de penser à nous. Oui, ils sont californiens, d'habitude ils pensent pas tant à nous. Mais là c'est bien qu'ils pensent à nous. Mais je pense que c'est intéressant ce système parce que le fait d'autoriser un petit peu de patinage et en fait, c'est de se déprendre. C'est un mode coincé en français. La mode déprise là. Tu sais, c'est ça là. C'était un stock mode qui aiderait le véhicule à se décoincer si on est pris dans la neige, le sable, la boue, évidemment. Mais nous, qu'est-ce qui nous concerne, c'est la neige. Dans le sable, je pense que même avec ce mode-là, ça va être un peu difficile. Là. Mais la terre ou la boue ou la neige, ça peut vraiment être utile. Puis nous, on l'a déjà vécu au Guide de l'Auto avec des matchs comparatifs notamment. Quand tu as des véhicules où tu ne peux pas désactiver les aides totalement, parfois, comme ils t'empêchent de patiner, ça te prendrait un tout petit peu de patinage, juste assez pour t'extraire de ton banc de neige ou de ta situation difficile et sur de la glace, mais pas trop non plus, parce que sinon tu vas spinner sans arrêt, puis tu vas creuser sous tes roues, puis tu ressortiras jamais. C'est juste ce qu'il faut. Donc, si Tesla a réussi à faire un système comme ça, bien calibré,
pour le Québec, c'est vraiment intéressant. C'est une bonne idée. Ouais, je pense que c'est un ajout pertinent au véhicule. Puis avec les moteurs électriques puis les logiciels, ben ça se fait à distance. C'est rien de mécanique. Mise à jour c'était une en bonne Wi-Fi, idée. c'est terminé. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette mise à jour-là, il y a eu des ajouts à Grok, l'agent d'intelligence artificielle qui est maintenant capable de faire plus d'affaires dans le véhicule. Puis on l'a dit dans une autre émission, ça va être l'intelligence artificielle va étendre ses tentacules dans le véhicule de plus en plus. Ouais, puis les constructeurs en communiquent beaucoup là-dessus. Ouais. De plus en plus, mais là c'est l'IA, puis on a ça avec l'IA, telle affaire fait avec l'IA. C'est un peu une espèce de nouveau gadget ultime, mais l'IA est dans mon véhicule, fait que ça va apporter ci ou ça. Là encore, est-ce que ça va aller trop loin ou pas? Est-ce que ça va vraiment faire une différence à la conduite? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ou moi, c'est qu'est-ce qui m'intéresse, c'est où on va mettre la limite aussi dans le véhicule. Tu sais, musique, correct. Température, des animations, des conseils, tout ça, là, ça c'est inclus en ce moment. On l'a même chez Volvo maintenant là, avec l'agent d'intelligence de Google. Là, si je me trompe pas, je l'avais essayé dans le X60. Eu une petite conversation avec mon agent d'intelligence artificielle. La conversation allait comme suit. Est-ce que t'aimes ton travail? Puis là, il me disait, oui, c'est bien mieux d'être dans le X60 que d'être dans une salle de serveur. Je vois du pays. Bon. Tu sais, c'était comme on avait eu une espèce de conversation. Oui. Même s'il est quand même dans son serveur, mais oui. Ouais, il est quand même dans son serveur. Puis c'est ça. Et puis, avec Tesla, avec Grok, j'ai un ami qui a une Tesla Model 3 avec le FSD. Full self-driving, et puis il m'a montré une séquence où est-ce que lui il habite en Californie, puis il a dit à Grok, j'aimerais aller à tel endroit, tel restaurant qui se trouve à une 20aine de minutes de chez eux, et il dit, j'aimerais ça que tu m'amènes là avec le FSD. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis il dit, en chemin, j'aimerais ça que tu me proposes des items de menu sans gluten et sans parce que mon ami il est très difficile dans la bouffe là. Si c'est sur le menu, il aime pas ça là. Fait que c'est comme il faut que ça soit. Fait que le Grok lui a proposé toutes sortes tu peux prendre le pavé de saumon, tu peux prendre telle entrée, tu peux prendre telle affaire. Fait que Grok a été fouillé dans le menu du restaurant. Tu sais, c'est niaiseux, c'est des affaires qu'on fait nous, ou que par exemple ton copilote va faire, puis regarder c'est ça. Il va t'emmener là, puis il va dire je vais regarder le menu, puis là zoomer dans le PDF, puis ça peut être là son agent d'intelligence artificielle a fait pas mal tout ça pendant que le véhicule conduisait par lui-même. Je pense que ça pose un certain nombre de questions plus philosophiques. Tu sais, est-ce qu'on a besoin de ça vraiment? Est-ce que tu peux pas regarder la carte en arrivant et attendre 5 minutes? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose pour des gens qui va être essentiel et qui vont adorer? Je pense que ça va dépendre de chacun. Il y a du monde qui va sûrement s'en servir beaucoup puis qui va adorer ça. D'autres qui vont dire, ne me parle même pas. Je vais aller à mon restaurant puis je veux rien savoir sur la route. Emmène-moi là puis tais-toi. Ça va dépendre des gens, je pense, du caractère des personnes, ce que les gens recherchent. Ouais. Il faut voir aussi le coût de tout ça qui est associé, parce que si tu finis par payer des abonnements très chers, etc., est-ce que vraiment tu peux pas juste faire les choses soit avant, soit après. Toi-même. C'est ça. Mais ça, c'est plus philosophique. On est ailleurs, en fait. C'est plus d'une manière générale. Dans l'éthique et bon. Puis aussi, il y a le fait que l'information sur laquelle Grok se base. N'importe quelle autre IA, d'ailleurs. N'importe quelle autre IA. Puis on a fait des tests, nous. Puis, tu sais, je veux dire, juste dans l'automobile, ils se plantent là, de manière... nous, on le voit souvent. Puis dans les générations, dans les années, les affaires, tu sais, c'est les équipements. Mais on prend l'exemple du menu de mon ami. Peut-être qu'il est allé fouiller sur le site qui est pas mis à jour. Il y a un item de menu qui n'existe pas. Il est pas sans gluten maintenant, etc., etc. Et puis, l'IA le dit avec une telle certitude que les gens le gobent maintenant. Exact. Donc, il va arriver là-bas, il va commander ça sans avoir peut-être validé. Puis là, finalement, toute l'expérience est désagréable. Ouais, c'est ça la difficulté. Puis nous, on le voit au Guide de l'auto. Et moi, je le vois quand on prépare le livre, justement. Ou même Hugues, notre collègue Hugues aussi, qui lui fait beaucoup les voitures anciennes. Ouais. Il y a énormément d'erreurs factuelles. Donc, faut pas juste te dire, Gemini, il m'a dit ça, c'est beau. Je prends ça pour du cash, puis ça y est. Donc, je pense que c'est un petit peu la même chose. Puis peut-être que il va t'emmener d'une place à une autre en lui considérant que c'est le trajet le plus rapide, mais toi tu sais qu'il y a une affaire en plus que lui sait pas, ou tu dis je suis pas si certain finalement, ou ça se peut qu'il soit meilleur 8 fois sur 10 mais que 2 sur 10 il se trompe. Effectivement, il y a aussi des erreurs, c'est ça. Mais le fait que tu t'adresses à lui comme à un être humain, je pense que ça aussi quelque part ça crée quelque chose, une sorte de proximité, un lien de confiance que t'as pas avec ton Google Maps. Quand tu mets ton Google, tu dis je vais là, il dit tourner à gauche, tourner à droite, ça demeure très mécanique là. Il va pas commencer à dire
ah ben allô Louis-Philippe, comment vas-tu? Je t'emmène à telle place, puis veux-tu un peu de musique sur le chemin? C'est comme si ça instaurait une autre relation. Ouais. Alors que c'est pas un vrai humain en arrière qui te parle. J'en reviens pas. Ridgeline, Honda Ridgeline, Oui. un véhicule qui a de l'ancienneté quand même dans le catalogue Honda, qui a de l'ancienneté dans le segment. Un véhicule qui est apprécié pour ses petites commodités, ces petites affaires qu'on offre que peut-être la compétition offre pas, mais il y a bien des affaires que la compétition offre maintenant que le Ridgeline n'offre pas. Donc, mais il est un peu vieillissant, ça c'est sûr. Ouais. Ça reste un bon véhicule, hein. C'est un véhicule qui est fiable, c'est un véhicule qui est basé sur une architecture monocoque. Oui. Ce qui n'est plus le cas. Le Santa Cruz n'étant plus là, c'est juste le Maverick maintenant. Ce qui est rendu un désavantage dans le segment des intermédiaires. Là, dépendamment de l'usage, oui. Ouais. Si c'est pour faire un peu de bricolage de temps en temps, puis c'est tout, ça va. Pour travailler 100%, c'est sûr que c'est pas ce que je recommanderais comme camion. Ouais. Mais c'est un véhicule quand même pratique avec son compartiment étanche en dessous de la caisse, toutes sortes de commodités qu'on a à l'intérieur qui sont pratiques pour des gens qui ont une utilisation, disons, une semi-utilisation de camion, là. Ah ouais. Moi, écoute, j'aime les camions un peu plus petits comme le Ridgeline, comme le Maverick, Moi etc. aussi. Je trouve pour que la majorité des travaux, ça fait vraiment amplement le travail. Mais là, on arrête la production du Ridgeline à la fin de l'année 2026. À la fin de l'année 2026 et on va revenir en 2028. C'est ça. Avec un nouveau véhicule qui va être un peu plus prêt à rivaliser avec tout ce qui arrive sur le marché à l'heure actuelle. Puis aussi, on va miser sur Trail Sport, c'est sûr et certain, avec des équipements hors route, avec un look hors route, avec qu'est-ce qu'on a fait là essentiellement avec le pilote. Et puis ça marche bien. Ça a un certain succès à date. Donc je pense que l'idée est bonne. C'est sûr que le Ridgeline actuel, pour ceux qui seraient intéressés peut-être à l'acheter, possiblement, ça reste un véhicule intéressant quand même, qui est bien construit, qui est fiable, qui est pratique, tant qu'on veut pas vraiment soit du très gros hors-route, genre ZR2 et autres, même dans le Trail Sport, on n'est pas là, c'est sûr. Ou alors de tracter fort, là, t'es tracté du 6500, 7000, 7500 livres, il est limité à 5000, comme un VUS intermédiaire sur lequel il est basé, dans le fond. Donc lui, il peut pas tirer plus, puis je m'y risquerai pas, là. Il est pas fait pour tirer si fort que ça. Encore que 5000, c'est déjà pas si pire, dépendamment de l'usage des personnes. Mais c'est vrai que c'est pas le même type. Il est un peu champ gauche. Il a toujours été un peu champ gauche, même si là, le Maverick le rejoint un petit peu aussi. Mais c'est sûr que ça va être intéressant. Puis si le véhicule, là, quitte bientôt, il y a peut-être aussi quelques affaires à faire en termes de tarifs si les gens sont intéressés. Ça consomme un peu, par contre, en ville, hein, quand même, le V6. Sur la route, c'est pas si pire. C'est fiable. C'est fiable, c'est éprouvé, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, exactement. Mais ça peut être aussi un critère d'achat pour bien des gens, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que on a hâte de voir ce que va proposer Honda pour la prochaine génération, hybridation ou pas, V6 ou pas. On va peut-être se ramasser avec la motorisation, le nouveau système hybride de Honda dans ce véhicule-là, puis ça va différencier un peu peut-être des constructeurs américains qui gardent leur motorisation un petit peu plus ancienne parce qu'ils le peuvent maintenant. C'est ça, mais là, avec s'ils arrivent à sortir de quoi qui ferait un 6.5, 7 litres au 100 à vide, c'est intéressant. Toyota retarde le Highlander électrique. Le Highlander qui était devenu 100% électrique, en fait, oui, on l'avait vu. On gardait le Grand Highlander parce que c'était un petit peu de confusion. Highlander, Grand Highlander, on savait pas. Alors, on a gardé le Grand Highlander. À essence, hybride, en fait. Exactement. Avec un moteur à essence encore. Et puis, le Highlander s'en allait 100% électrique, partageait sa plateforme avec le Getaway de Subaru. Le bien nommé. Le Getaway. Et puis, maintenant, on veut retarder ce plan-là de manière indéterminée. Chez le constructeur, on nous dit qu'on veut apporter certains changements avant de commercialiser le véhicule. Mais il faut mettre ce véhicule-là dans un contexte économique aussi. Puis quand on le met dans ce contexte-là, on se rend compte qu'il y a peut-être des grandes décisions qu'il va falloir qu'ils se prennent. Possible. Parce que 100% électrique, assemblé aux États-Unis, évidemment, chez nous, le Getaway Subaru nous a dit que il serait pas là. On l'aura pas parce que ça va coûter trop cher à l'importer. Pour l'instant, tant qu'il y a les contre-tarifs, en tout cas. Pour l'instant. Fait que pour l'instant, on le verra pas. Mais c'est un grand jeu d'échecs, là. Puis on se trouve dans un petit peu dans l'embarras chez Toyota pour savoir où est-ce qu'on va vendre ce camion-là. Je pense que sur notre marché, c'était intéressant d'avoir Grand Highlander moteur hybride suffisamment puissant, que tu peux tracter quand même assez bien, et d'avoir un Highlander électrique. Tu diversifies ta gamme de manière assez intéressante. Ouais. Si je regarde le marché québécois, ou plutôt québécois là, en tant que tel, c'est vrai que pour les États-Unis, dans le contexte actuel, je suis pas certain qu'ils s'y retrouvent à 100%. Peut-être qu'aussi
soit ils ont vraiment des modifications à apporter, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prêtes encore, et c'est tout à leur honneur, soit c'est peut-être aussi un prétexte pour dire, hey, faut qu'on travaille encore un petit peu, et de retarder ça, le temps de voir ce qui s'en vient, puis c'est des coûts associés qui sont très élevés. Lancer un véhicule, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, c'est très 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 dispendieux. Donc peut-être qu'ils se sont dit aussi, à la lumière de ce qu'on voit actuellement comme conjoncture économique, on va pas s'y retrouver, puis on va perdre de l'argent. Et ben, c'est pas une OBNL là, Toyota. Donc, ils sont là aussi pour gagner de l'argent. Absolument. Et peut-être que se sont-ils dit, si on garde le Grand Highlander, surtout aux États-Unis, on en vend suffisamment, puis la gamme est suffisante pour suffire à la demande, on peut retarder ce véhicule-là et voir ce qui s'en vient. Ça serait la chose logique à faire, je pense. Ouais. Un peu dommage pour nous. Je pense qu'il y a des gens que ça intéresserait vraiment au Québec d'avoir un véhicule de ce type-là. Et ça ajoutait une autre belle marque dans l'utilitaire à 3 rangées électriques. Ouais. Et tu vas aller chatouiller un peu le Kia EV9 ou Ioniq 9. Oui, exactement. Donc, qui vont rester tranquilles pour l'instant. Oui, c'est ça. Face à VinFast, ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. C'est bon. Dernière actualité, chez Range Rover, le Range Rover électrique, on l'attendait, on s'attendait à un véhicule très musclé, un peu plus, qui est à l'image de Range Rover. Un gros VUS. Un gros VUS carré. Puis là, qu'est-ce qu'on a vu les premières images? C'est plus comme un coupé. Le toit est bas. Le toit semble très bas. La surface vitrée a l'air faible, surtout à l'arrière. C'est vrai que très arrondi à l'avant. Oui. Écoute, le Range Rover, il est arrondi à l'avant maintenant, là. C'est comme ça que c'est. Mais si on le regarde de profil comme ça, là, tu sais, c'est comme un mélange à l'arrière entre un lucide lyrique, la partie arrière très plongeante, une espèce de look coupé. Puis, j'ai hâte de voir les proportions de ce véhicule-là. Évidemment, on va partager des technologies avec la Jaguar type 0. Probablement. Puis, probablement, c'est 100% électrique. Évidemment, c'est le Range Rover électrique. Il l'appelle le GT parce que justement, on prend des proportions, un look là de GT. Mais c'est osé, là. C'est très osé. C'est risqué. Je vais dire, plus qu'osé, c'est risqué, là, de faire ça en ce moment. Je sais pas si les gens vont suivre, les clients vont suivre. La lunette arrière, là, on voit, pour ceux qui voient l'image, elle est très petite. C'est vraiment pas Range Rover, là. Ce que je trouve curieux, c'est que si tu prends juste la partie haute, c'est-à-dire, mettons la ligne de caisse et jusqu'au toit, ça pourrait être une voiture. Ça pourrait être un véhicule coupé, même à 2 portes, limite. C'est vraiment curieux. Et c'est d'autant plus étrange que le Range Rover originel, le premier, et le premier VUS de luxe, aujourd'hui c'est banal, comme c'est pas permis, mais ça n'existait pas avant. Il était très carré, très massif pour l'époque. Il est plus petit aujourd'hui. Mais c'était une ligne vraiment reconnaissable et le Range Rover a toujours été un VUS. Autant il y a des véhicules qui sont devenus des VUS ou qui ont eu des noms de Mustang Mach-E ou Eclipse Cross qui font référence à d'autres véhicules qui étaient plutôt sportifs, etc. Là, ce véhicule-là a toujours été un VUS pur et dur, et il a toujours revendiqué. Donner l'exemple là, de qu'est-ce qu'est un vrai utilitaire. Là. Donc c'est vrai que c'est étonnant, surtout que c'est quand même le porte-étendard, le Range Rover tout court, mettons, parce qu'il y a 1000 déclinaisons là chez JLR, mais ils sont difficiles à suivre, eux autres aussi. Là. Je pense que même pour nous, parfois c'est difficile. Parce qu'on tu sais, quand on parle de Land Rover, on dit JLR, c'est JLR maintenant, donc JLR Defender. J'ai pas de lecteur moi qui m'a fait référence à JLR Defender pour parler d'un Defender. Je pense que pour ceux qui le sauraient pas, aujourd'hui JLR Jaguar Land Rover c'est l'entité suprême entre guillemets, et après il y a les sous-gammes Discovery, Defender et Range Rover. Mais donc, ça veut dire que ton Range Rover s'appelle juste Range Rover tout court ou Range Rover Sport. Oui, exactement. Ou que ton Defender s'appelle Defender tout court. C'est quand même très curieux. Et d'ailleurs, comme tu dis, tout le monde dit Land Rover encore. Là. Il y a personne qui dit JLR ou qui dit juste « Ah, moi, j'ai un Defender ». Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Je pense que c'était peut-être pas la meilleure stratégie à adopter. Ça brasse là-bas chez JLR. Là, quand on a vu le concept. Qui est à la croisée des chemins, un peu, je pense. Il n'y a plus de char, il n'y a plus rien. Du côté de Jaguar, là, je parle. À l'heure actuelle, il y a la Type 01 qui s'en vient, mais à part ça, il n'y a rien. C'est ça. Je vois souvent quand on regarde sur TikTok ou les médias sociaux, les ventes de Jaguar ont plongé de 95%. C'est pas parce qu'il n'y a pas de véhicule. Il y en a pas. Fait que je comprends quand t'en as pas, tu peux pas en vendre, essentiellement. Rapporter ces manières-là ont Range Rover justement pour aider, parce que s'il y avait Jaguar tout court. Une chance que le Defender est là, parce que c'est ça qui garde là. Et le Range Rover
tout court aussi. Ouais, aussi, ça se vend. C'est quand même plus cher, mais c'est profitable aussi. Ça se vend. Ouais, absolument. Mais c'est vrai que le reste, tout ce qui est la gamme Discovery, c'est quand même, mais c'est des véhicules anciens aussi, avec des moteurs un peu vieillissants. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer chez Mais là, c'est vrai que je te rejoins, c'est un risque qu'ils prennent. Un risque. Un autre. Écoute, au retour, on va parler de nos essais avec la Lotus, la Jetta, le Ford Bronco Raptor. Oui, absolument. Et puis également, pour moi, le CX-5. Restez avec nous. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Julien, dans les dernières semaines, on a parlé un petit peu plus de Lotus. Parce que toi, tu as essayé l'électrique, l'utilitaire 100% électrique qui est fabriqué en Chine. Et le premier à bénéficier des exemptions du gouvernement Carney pour un certain nombre de véhicules fabriqués en Chine qui arrivent chez nous. Donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup Lotus sur la map ces derniers jours, même dans les grands médias. C'est quelque chose qui n'arrive pas d'habitude. C'est une marque quand même assez nichée. Moi qui suis originaire d'Europe, c'est une marque qui est plus connue. Mais c'est vrai qu'au Canada et aux États-Unis, ça reste assez confidentiel. Oui, absolument. Puis Lotus assemble des véhicules électriques en Chine, mais assemble quand même encore un dernier véhicule à essence. Qui lui ressemble plus. l'Emira. Et puis j'ai eu l'opportunité d'aller l'essayer à Ethel, qui est le siège social de Lotus, avec l'usine d'assemblage des Emira. En fait, l'Emira qui est l'Emira Turbo, qui utilise un 4 cylindres turbo-compressé de Mercedes AMG. Et puis, il y a l'Emira V6 aussi, qui utilise un bon vieux V6 de Toyota de 3,5 litres, auquel on greffe un compresseur volumétrique Edelbrock. Tant qu'à y être. Moi, j'ai essayé la Emira 420 Sport, qui est la dernière itération, la dernière version de l'Emira à 4 cylindres, si on veut, qui veut on va le dire un peu comme Colin Chapman, le fondateur de Lotus, disait ajouter de la légèreté au véhicule. Light is right. Light is right. Simplifier et ajouter de la légèreté. Il y a plein de façons d'interpréter qu'est-ce que M. Chapman disait. Un véhicule qui est un biplace. Un petit coupé. Très sportif. Un peu spartiate quand même. Oui, exactement. Petit format pour l'Amérique du Nord. Très différent. Le moteur Mercedes AMG, c'est un moteur qui est quand même assez performant. On parle de 414 chevaux, puis 369 livres-pieds de couple. Et dans la 420 Sport, en fait, on a un véhicule qui est 5 mm un peu plus bas. On a un kit de freinage AP Racing qui est plus robuste. On a une suspension Bilstein. Mais 420 Sport de base n'est pas plus légère que la Turbo SE, là, mettons l'Emira classique. Pour avoir ou ajouter la légèreté, j'aime tellement ça dire ça, jusqu'à 25, pour retrancher les 25 kg qu'on parle dans le communiqué de presse, il faut ajouter l'ensemble maniabilité léger qui ajoute toutes sortes de petites composantes ou qui troque toutes sortes de petites composantes sur le véhicule comme le système d'échappement en titane, une batterie au lithium qui est beaucoup plus légère et une suspension multimatique conçue et assemblée au Canada, ce qui est vraiment cool, ajustable à la Lotus, c'est-à-dire avec des outils et puis on se glisse en dessous du véhicule et on fait nos propres ajustements. À l'anglaise un peu, oui. Exactement. Et puis toutes sortes de composantes aérodynamiques et puis de panneaux en fibre de carbone, comme par exemple la lunette à l'arrière ou le haillon à l'arrière qui est beaucoup plus léger. On arrive à enlever essentiellement avec d'autres composantes 25 kg sur le véhicule. J'ai eu l'occasion de conduire le véhicule sur la piste, sur la piste de développement à Ethel, puis également sur la route. C'est sûr que quand on conduit l'Emira V6, il y a le son du 6 cylindres avec le compresseur volumétrique. Ça ajoute à l'ambiance, là, ouais. Mais je peux dire que la sonorité avec l'échappement en titane du moteur Mercedes AMG, c'est là quand même avec les soupapes de décharge, puis la bypass valve, la blow-off valve, etc. C'est le fun quand même. C'est le fun quand même à conduire. Qu'est-ce qu'on aime le plus chez Lotus? C'est la direction, le châssis, la direction aussi qui est très précise. C'est comme électro-hydraulique, là, si on veut, donc complètement connecté avec le conducteur. Évidemment, avec ce véhicule-là, sur la route, on a également pu conduire le véhicule sur la route, conduite à droite aussi, qui est quand même assez le fun. On a la transmission automatique à 8 rapports qui est pas disponible avec ce moteur-là. C'est seulement à faire avec le moteur, la transmission manuelle à 6 rapports qui est disponible avec le moteur V6. Nous autres, on a la transmission à 8 rapports.
toujours aussi agréable. C'est sûr que les gens qui cherchent quelque chose d'un petit peu plus engageant vont aller vers peut-être l'Emira V6. Surtout pour ce type de véhicule, ça peut toujours être intéressant quand même si on n'a peut-être pas le dernier cri en termes de fibre de carbone et de légèreté ultime. Ouais. Je pense que c'est quand même intéressant comme de garder un dernier, tu sais, un dernier, tout ça, c'est ça qu'on trouvait difficile. J'ai posé la question aux gens chez Lotus, pourquoi ce véhicule-là n'est pas disponible avec une transmission manuelle dans la carrière. Bon, le poids, et la réglementation, évidemment. Oui. Là, puis l'Europe aussi. L'Europe, là, c'est impossible. Donc, c'est toujours le mur qu'on frappe avec ça. Puis, avec le V6 et le 6 cylindres, c'est quelque chose d'éprouvé déjà, c'est déjà fait. Donc, ouais. Je pense que pour les gens qui connaîtraient pas trop les Lotus, l'Emira est déjà un tout petit peu plus bourgeoise que ce qu'étaient par exemple les Elise avant. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'en conduire une il y a une quinzaine d'années. Un ami avait ça. C'est quand même des voitures très légères, qui étaient très tranchantes, mais qui demandaient beaucoup de compromis. Là, c'était bruyant. Plus léger que l'Emira. Là, oui. C'est comme on est plus équipé avec l'Emira. C'est ça. Elise exige. Là, c'était vraiment dans l'esprit de Lotus. Elise exige, c'était quand même spartiate aussi. Puis il fallait être prêt à faire des choix, à dire bon. Le confort, on va même beaucoup le mettre de côté. Ouais. Dans une Emira, quand même, c'est plus facile à vivre. Moi, j'ai eu la chance de la conduire quelques kilomètres, un peu après l'électrique, justement, au même lancement. C'était une régulière, pas la même que toi, mais j'aime beaucoup ce châssis-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais. Le toucher de route de cette voiture, il est exceptionnel, vraiment. C'est vrai que c'est pas ce qui se vend le mieux en Amérique du Nord, c'est un peu petit quand même comme véhicule. Ouais. C'est pas toujours confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais je trouve qu'il se dégage quelque chose de très particulier de cette voiture. Ah non, c'est unique comme conduite. Puis j'ai trouvé. T'as le sourire avec cette voiture-là quand tu la roules. Sur la route avec la suspension multimatique, là, ça fait peur tout de suite, une suspension ajustable, etc. Mais je pense que les réglages qu'on a faits au véhicule étaient somme toute très acceptables pour le confort sur route. J'aurais pas peur de conduire ce véhicule-là l'été. Là, c'est pas trop pointu. C'est pas trop pointu. Okay. Fait que oui, on n'est pas tout à fait dans l'esprit comme les Elise originales, mais on peut conduire ce véhicule-là. Il y a le système d'infodivertissement, il y a la portion du toit qu'on peut enlever. C'est vivable là, comme véhicule et ça nous rend... Ça amène un dilemme à un acheteur, par exemple, qui là 718 carrément. C'est plus là. Bye bye là, mais tu sais, c'est à ce type d'acheteur-là, on est pas dans la discipline, la précision, pas aussi prévisible qu'une 718 carrément, mais juste un petit assez de folie, assez juste un petit peu plus dévergondé pour que ça lui donne le caractère que j'ai adoré de ce véhicule-là. Ouais, c'est plus mobile, c'est un peu plus joueur. Ouais, exactement. C'est moins à l'allemande, évidemment, parce que c'est pas allemand, mais je te rejoins à 100% là-dessus. Je pense que c'est intéressant. En termes de tarifs, par contre, c'est pas donné. J'ai pas les prix sont dans mon article, mais on tourne autour de 168 là, quand c'est bien équipé, puis tout ça, puis là, fait que on rentre dans un prix de 911,9. Ouais, exactement. Ça commence à être un peu cher. Ça commence à être un peu cher. C'est un pensez-y bien. Une autre petite voiture que j'aime conduire, qui est pas dans la même gamme de prix, mais qui est quand même axée sur le plaisir de conduire dans sa propre identité, c'est la Volkswagen Jetta GLI. Oui, voiture que j'ai conduite dernièrement. Il y a 3 semaines, j'ai conduit cette voiture-là. En fait, sur la flotte de Volkswagen Canada, il y avait une voiture manuelle. Je dis bon, je vais quand même la réserver parce que je pense que c'est intéressant. Surtout qu'elle quitte fin 2026, elle sera plus disponible en 2027. La Jetta manuelle, il y aura que l'automatique. C'est dommage, mais en même temps, rationnellement, on voit pourquoi Volkswagen fait ce choix-là, parce que c'est beaucoup moins acheté, parce que c'est plus de complexité à fabriquer des véhicules avec des boîtes de vitesse différentes, etc. Donc bon, nous on le déplore parce qu'on est des tripeux là, mais je pense que malheureusement en termes de décision d'affaires, c'est une décision qui est normale. Moi j'aime beaucoup cette voiture-là, je la trouve intéressante pour plusieurs points. D'abord, c'est une sportive quand même. Elle est moins puissante qu'une GTI, qu'une Golf. Une petite berline allemande, c'est avec tout le caractère qui vient. C'est assez discrète quand tu la regardes. C'est pas ostentatoire ou c'est pas un véhicule pour se montrer là, comme tel. Mais t'as un grand coffre. T'as pas de haillons, mais t'as un grand coffre très logeable. T'as 4 vraies places, beaucoup de place à l'arrière. Ouais. C'est une voiture qui est pratique quand même. Donc tu peux l'envisager au quotidien sans problème. C'est moins engageant qu'une Golf GTI, quand même aussi. Ben là. Mais non, mais faut le dire, mais c'est plus confortable par contre. Ouais. Donc au Québec, c'est un beau compromis. C'est pas forcément un désavantage au Québec sur les routes défoncées qu'on a. Moi, je l'ai trouvé pratique, agréable à conduire au quotidien. La boîte de vitesse manuelle, c'est quand même toujours le fun. Il y a un peu plus de débattement que sur la boîte des Golf et GTI et R quand c'était encore disponible.
Mais encore là, on va bien vivre avec ça, là. C'est pas très grave. Ouais, c'est une voiture qui pardonne beaucoup, qui est pas du tout pointue ou difficile à conduire. Et je pense que pour bien des gens qui veulent un peu de sportivité, qui aiment avoir du fun, mais qui veulent pas non plus tout sacrifier, je pense que c'est vraiment intéressant. On a réglé quelques petits bobos dans l'habitacle au niveau de l'ergonomie. Si je me trompe pas, les commandes, c'est un peu mieux qu'avant. Un petit peu mieux qu'avant, avant, dans que dans le pire, que dans le pire de Vaux, mais oui, non, c'est une bonne chose. Ouais. Puis les boutons physiques sur le volant. Exactement, aussi, on les sont voit, des vrais boutons, qui sont pas des boutons haptiques ou tactiles, donc tu sais ce sur quoi tu appuies. Ouais. Je pense que ça c'est intéressant. Combiner une instrumentation aussi qui est pas un énorme écran, c'est quand même un écran, mais c'est pas gigantesque. C'est des jauges assez classiques, tu lis ça facilement. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Pour ce qui est de la consommation, moi j'ai consommé 8 litres au 100. Okay. Et c'est 8.1 d'annoncé, donc c'est conforme. Ouais. En ville, 100%, là, t'es plus à 11 litres, mais en même temps... Mais pour une petite voiture, le fun à conduire. Bah c'est ça. C'est très correct. Honnêtement, c'est très correct. Ouais. Et je pense que si on fait le bilan un peu global, c'est vraiment positif. Il y a le tarif aussi quand même qu'il faut regarder. La Jetta, on est à 38 300 $ environ, prix de départ, sachant qu'une Golf GTI est à 40. Rien que de dire ça, ça me donne un peu le vertige. Mais en tout cas, tout a monté, fait que c'est pas juste Volkswagen. Ouais. Donc il y a quand même il y a en gros un $2000 d'écart entre les deux. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le même type de véhicule. T'as plus de puissance dans la Golf, puisque t'es à 241 chevaux au lieu de 228. Mais, et puis t'es un peu plus... Ouais, il y a plus de suspension dure, puis un peu plus d'engagement. La direction est un peu plus précise aussi, je trouve. Ouais. Mais c'est ça. Ça va dépendre de ce qu'on recherche. Les deux voitures sont pertinentes à nos yeux au sein de l'équipe du Guide de l'Auto, mais pour la Jetta manuelle, traînez pas si elle vous intéresse, parce que à la fin de l'année, ce sera fini. Voilà. Une page qui se tourne chez Volkswagen, quand même. Une autre. Encore une. J'ai essayé dernièrement le Mazda CX-5, un véhicule qui est très populaire au Québec, qui a eu une petite refonte, des modifications quand même assez considérables côté physique. Mais qui a perdu son moteur turbo-compressé, qu'on aimait beaucoup. On reste avec le moteur très non-nonsense, là, 4 cylindres, 2.5 litres, qui fait 187 chevaux. Qui est très fiable, qui est très fiable, avec la boîte automatique à 6 rapports. Aussi. Qui fait bon mariage avec ce moteur-là. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon duo. Absolument. Pas le plus efficace, mais... quand même, pour la conduite, ça fait bien le travail. Ça fait bien le travail. On aimait mieux l'autre moteur turbo-compressé, mais on l'a enlevé. Donc, le CX-5 n'a pas d'hybridation, n'a pas d'électrique, n'a pas de deuxième moteur. Alors, seulement ce moteur-là maintenant. Et puis, je trouve qu'il a perdu des plumes dans son habitacle avec ce nouvel habitacle-là. Parce que, une affaire que j'ai toujours trouvé que Mazda, on faisait beaucoup de compromis pour la sportivité. On faisait des compromis quand on loge une Mazda dans son segment. Il y a toujours des compromis sur l'espace. Le design avec l'ergonomie. La visibilité arrière aussi. L'ergonomie terrible avec le système d'infodivertissement, avec la roulette qui n'est plus, mais la finition intérieure, le look du véhicule, même le CX-5 maintenant, là, je le regarde puis je dis wow, c'est un beau véhicule. Ça se classe dans un segment de luxe, pratiquement tu le regardes, c'est très beau. Ouais, il se surclasse, c'est vrai. Excellent, mais je trouve que ça a toujours été un peu des compromis, puis les gens, mes collègues au Guide de l'Auto ont toujours adoré pour la conduite, mais quand je me retrouve à recommander un utilitaire compact à quelqu'un qui s'en fout du look nécessairement ou qui s'en fout de la performance de l'agrément de conduite, le CX-5 n'arrive jamais parce que justement, il y a encore moins de points parce que justement l'intérieur s'est rendu juste un écran, donc la finition dans l'habitacle s'apparente un peu à tout. Là, c'est pas moins bon que personne d'autre. Peut-être plus générique. C'est meilleur qu'un RAV4, là, on va se le dire, parce qu'un RAV4, la finition intérieure, ça a même régressé. Ça a régressé. Mais on a tout réuni dans l'écran, qui est pas le plus facile à utiliser pour les commandes de la ventilation. On a 2 formats d'écran, là, si je me trompe pas. Le plus petit est le moins intrusif dans la planche de bord. Tu sais, je me demande où est-ce que ça... Puis ils vont continuer à en vendre parce qu'il y a des acheteurs très, très, très fidèle du CX-5. Et puis, il y a la fiabilité. Puis, le fait que ce véhicule-là, tu n'auras pas de problème avec. Sur papier, tout est éprouvé en vérité, à part l'écran, où il pourrait y avoir peut-être des problèmes informatiques. Parce que c'est nouveau, là. C'est ça. Mais c'est vrai que si on regarde du côté châssis, moteur, train roulant, tout ça, c'est quand même beaucoup plus éprouvé. Aucun nonsense. Donc, c'est plus rassurant pour le long terme ou le moyen terme, ça, c'est vrai. Je pense que le manque d'hybridation va lui coûter cher, d'autant plus que Nissan, avec le Rogue e-Power, s'en vient avec un modèle hybride. Toyota, c'est un véhicule qui peut consommer en avant.
c'est moins de 5 litres 5 dans les CR-V, meilleures conditions. CR-V aussi. Ouais. Forester, même s'il est cher, on en parlait en début d'émission. Donc il y a quand même beaucoup de... Et puis il y avait aussi les Coréens qui proposent de l'hybridation. Donc Mazda est un peu à la traîne de ce point de vue-là, et c'est dommage, surtout que les gros CX-70-90 proposent l'hybridation, même PHEV en plus, mais il y a ça, je pense que ça va lui faire défaut parce qu'il consomme quand même plus. De fait, il pourra jamais accoter 5.5 litres au 100, sauf dans des conditions parfaites pendant 10 km, là, mais ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Ça pourrait lui coûter un peu cher aussi, je pense, malheureusement, et faudrait que Mazda se lance là-dedans plus tôt que tard, je pense, pour refaire son retard là-dessus. Ouais, puis garder la vache à lait, le véhicule de volume là, qui est un CX-5, surtout chez nous. Là. Mais tu sais, le mot de la fin, c'est que c'est toujours aussi agréable à conduire un CX-5. C'est le fun. C'est pour un utilitaire là, quand tu débarques d'un RAV4 ou tu débarques d'un c'est plus dynamique, puis on se sent plus connecté à la route, mais c'est pas mal ça. T'as essayé un gros véhicule qui fait un gros statement, le Ford. Pas cher, pragmatique, Bronco, et économique. Raptor. Pas cher. Ouais. C'est drôle, on a dit ça. Ah ouais, là c'est toujours, c'est un véhicule que je trouve à la fois fascinant et à la fois totalement inutile. Ah ouais. Parce que il est extrêmement gros, extrêmement haut, extrêmement large. Ouais. Faut voir les gros élargisseurs d'ailes, les immenses roues, les gros pneus en route. Alors par contre, tu crains rien. Là, c'est même si tu veux te stationner, si tu frottes un peu un trottoir, les chances que tu rayes quelque chose sont à peu près inexistantes. Puis, la couleur est superbe en plus. Ouais, il était vraiment hot. Puis il est vraiment très haut. Là. Il est très très haut. Tu sais, quand on dit monter dans une voiture, là c'est vraiment le cas. Là. Tu montes au sens propre dans la voiture. Ouais. Par contre, je trouve que c'est un véhicule qui est quand même très cher. Vraiment très cher. On démarre à $109 000. Puis là, tu peux rajouter des options, tu peux mettre des ensembles esthétiques qui peuvent coûter 7-8 000. Plus d'autres affaires encore. Ça peut te faire une méchante facture. Là, taxes de luxe et autres, on arrive à des tarifs qui sont quand même très déraisonnables. Après, il y a le fameux V6 3 litres biturbo. Bon, lui, il marche très bien. On a 418 chevaux. Et puis, on a 440 livres de couple. Donc, on a de la puissance en masse et du couple en masse. Mais d'un autre côté, oui, c'est très performant. Ça se comporte bien. Sur la route, c'est quand même un peu... Bon, il y a du mouvement de suspension, forcément. On s'attend à ça de ce véhicule-là. Là. Exact. Mais il est moins caricatural qu'un Wrangler 392. Qui, lui, est vraiment... Mais t'as un très gros V8 sur le train avant, puis il y a les suspensions encore plus souples. Puis dès que tu freines, ça plonge. Dès que tu accélères, ça cabre. Bon, là, c'est quand même un peu moins pire. Je pense... Moi, j'ai fait juste de la gravelle. J'ai pas fait du hors-route pur et dur. Mais je pense que pour moi, le seul intérêt de ce véhicule-là, c'est si tu veux vraiment te mettre en difficulté. Et que t'es un vrai tripeux de hors route, puis tu veux aller dans le bois, puis tu veux aller monter des affaires impossibles. Là, il se justifie pleinement. Mais c'est vrai que pour aller à l'épicerie et revenir, alors le monde va te regarder, hein, ça c'est sûr, mais je vois pas tellement l'intérêt d'un véhicule comme ça. Comparativement à un autre Bronco là, de n'importe quel dans le catalogue qui est assez exhaustif. Et même si t'as déjà un Bronco avec un 2.7, ça fait déjà... ça accélère déjà bien, c'est déjà le fun à conduire, c'est déjà performant, t'es déjà capable de faire plein d'affaires en route, mais c'est moins... T'as un peu moins de compromis qu'avec ces suspensions-là, parce que c'est vraiment fait... en fait, c'est fait pour ne pas rouler sur la route, en vérité, ce véhicule-là. Donc, je pense que c'est à la fois un véhicule très cool si on l'utilise vraiment, mais moi, j'ai eu un peu le sentiment pendant ma semaine d'essai de dire, mais Julien, ça sert à rien ce véhicule-là pour ce que tu fais là. Pour juste aller du point A au point B, ça fait un peu cher et c'est un peu inutile parce que tu l'utilises pas comme tu devrais l'utiliser. Et puis un dernier mot sur la consommation quand même. Je pense que même si on s'achète un véhicule à ce prix-là, on n'est pas tant concerné, mais quand même, la moyenne annoncée, on est à 15 litres 3. Moi, j'étais autour des 16 litres de moyenne. Donc c'était plutôt fidèle. En ville, c'est 23. Donc il faut quand même garder ça en tête. Comme l'autre disait, igloo. C'est parce que oui, c'est au prix du carburant à l'heure actuelle, faut quand même l'anticiper. Mais encore une fois, si t'achètes un véhicule à plus de 110 000 $, tu sais où tu t'embarques. Tu sais où tu vas. C'est ça. Merci, Julien. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On vous revient la semaine prochaine avec d'autres actualités et d'autres essais. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto.